Tout le bonheur est pour nous de partager encore ce nouveau plateau d'Interface, votre émission, votre magazine que vous aimez bien. Oui, nous allons revenir essentiellement sur des grandes questions d'actualité parce que vous le savez que nous sommes en marge de la journée internationale ou encore de la journée mondiale des droits des femmes parce que c'est intéressant, il faut en parler avec la thématique retenue au niveau de l'ONU, aussi au niveau national. L'ONU a retenu l'égalité et aujourd'hui pour un avenir durable. C'est très important d'en parler aussi. Sur le plan national, cette fois-là, la République démocratique du Congo a placé le curseur sur l'autonomisation des femmes et jeunes filles dans les contextes de lutte contre les réchauffements climatiques et la réduction des risques de catastrophes. Parce que vous le savez très bien que la RDC à ces jours se présente comme le pays solution dans le concert des nations. C'est très important. L'humanité dépend suffisamment de nous, de ce que la République démocratique du Congo a à revendre sur l'espace vert du monde parce que nous sommes en train de sauver l'humanité. Et qu'est-ce que nous bénéficions en retour? Nous allons essayer d'en discuter avec mon invité qui est déjà avec moi sur ce plateau. Il s'agit bien du mois de la femme. Il faut donner la parole aux femmes. On va aussi revenir sur le processus électoral en République démocratique du Congo, glissement ou pas. Quelles sont les dispositions prises au regard des contraintes présentées par le président de la centrale électorale, Denis Kadima? Oui, elle ne plus à présenter. Vous le connaissez très bien. C'est une femme qui s'impose. Professeur des universités, Georgette Biébié, qui est avec moi. Je vous salue, professeur, et joyeuse fête des femmes. Bonjour Nono, mais tout de suite je vous dis que c'est pas une fête, c'est un mois de réflexion, de méditation et du combat pour le droit des femmes. C'est pas une fête. Ce combat qui a déjà longtemps duré, ça continue toujours? Le combat va toujours durer, il va continuer jusqu'au moment où nous aurons la parité effective homme-femme au niveau de toutes les instances de prise de décision. Donc, c'est un mois de combat, c'est un mois de méditation. Les femmes réfléchissent pour savoir, pour voir un peu d'où elles viennent, où elles sont aujourd'hui et vers quelle direction elles vont marcher demain pour conquérir le pouvoir, pour être là où on prend des décisions et pour que la parité qui est inscrite dans notre Constitution, à son article 14, devienne effective. Donc, c'est un mois de combat. Un mois de combat. Est-ce que vous pensez déjà faire prendre conscience à la jeune fille, mais aussi à la femme? Parce qu'aujourd'hui, numériquement, sur le plan du monde, même en République démocratique du Congo, les femmes, il s'avère que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais pourquoi vous allez vous plaindre d'aller vous battre? Et pourtant, vous avez une opportunité en termes de mandat électif. On peut se décider un jour que la femme vote femme et nous aurons un président de la République femme. Je rectifie tout de suite, Nono. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je vous ai dit que c'est un combat. Quand on va au combat, on ne se plaint pas. On s'engage. Et nous sommes engagés dans un combat pour réduire les inégalités qui ont toujours existé entre les filles et les garçons au Congo. Parce que tu le sais très bien, dans notre pays, à cause de la pauvreté excessive. Je pense qu'au Congo, on avait dit dans les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, on avait dit que 90% des Congolais étaient pauvres. Donc à cause de cette pauvreté excessive, les parents préfèrent favoriser la scolarisation des garçons en disant les garçons, ça sera le chef de famille. Mais la fille, elle, on lui dit, toi, tu vas te marier. Mais toi, ce discours est déjà dépassé. Aujourd'hui, on ne peut plus évoquer ça. Non, aujourd'hui encore, il y a des mariages précoces. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'injustices à l'endroit des petites filles. Et nous nous battons pour essayer de réduire ces inégalités, ces injustices envers la petite fille, la jeune fille et la femme. Très bien, professeur Georgette Biébié. Nous allons maintenant entrer de plein pied à la thématique dont la République démocratique du Congo a retenu pour ce mois des femmes. Oui, c'est vrai, parce que l'autonomisation des femmes et de la jeune fille dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce thème est intéressant. Est-ce qu'à ces jours, vous avez comme l'impression que la jeune fille congolaise et quinoise en particulier est à mesure de comprendre les enjeux climatiques? Quel est le rôle qu'elle doit jouer pour permettre à ce que la République démocratique du Congo garde son place de choix? Je pense que... Garde plutôt sa place de choix, allez-je dire, oui. Je pense qu'il faut suffisamment sensibiliser
conscientiser, pas la jeune fille seulement, mais toute la population congolaise aux conséquences du réchauffement climatique, du changement climatique. Quand moi je vois tous les agrumes qui sont transportés de notre forêt équatoriale jusqu'à... Avec parfois la bénédiction des autorités congolaises. Avec la bénédiction des autorités congolaises, je pense que c'est tout le monde qui doit être sensibilisé. Que le Congo est devenu, est considéré, c'est la bonne nouvelle que nous avons, malgré tout le problème que nous avons au Congo, malgré les conséquences néfastes du changement climatique, mais le Congo se présente, ou le Congo est considéré comme le pays solution. Pourquoi le pays solution? Parce que le réchauffement climatique entraîne d'abord le tarissement des rivières, de lacs. Nous savons qu'au Tchad, ils ont des problèmes terribles. Oui, à ce jour, le fleuve Congo a perdu sensiblement son débit. Les lacs, voilà, le lac Tchad voilà. Qui est déjà menacé de sécheresse. Oui. Nous avons l'avantage d'avoir le deuxième plus grand fleuve du monde, avec le fleuve Congo. Donc, on a quand même encore suffisamment de réserves en eau. Et d'ailleurs, on devait faire un peu plus attention pour ne pas gaspiller cette eau que Dieu nous a donnée gracieusement. Nous avons la deuxième raison qui fait de la RDC pays solution, la biodiversité. L'immense biodiversité du Congo, avec la forêt du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon vert de l'humanité. La capacité que nos arbres de nos forêts absorbent les gaz carboniques qui provoquent le réchauffement climatique est importante. En même temps, nos forêts dégagent de l'oxygène dont l'humanité a besoin. Donc le Congo a un rôle capital à jouer dans le changement climatique, l'absorption des gaz qui provoquent le réchauffement climatique, mais en même temps, la libération de l'oxygène dont l'humanité a besoin pour ça c'est d'une part, professeur, mais de l'autre aussi, il faut comprendre qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de déboiser nos forêts, on est en train vous avez déploré tantôt là, des grimages, tout ce qu'il y a. Je n'ai pas fini. Ouais. Nous avons ce programme de reforestation, de déboisement. Et le président de la République qui avait lancé le programme 1 milliard d'arbres. Aujourd'hui, on devrait normalement en faire le bilan et l'évaluation. Où en sommes-nous déjà? On devrait en faire le bilan et l'évaluation. C'est un programme vaste, c'est un très bon programme parce que moi j'habite Limete et j'ai vu quand on construisait le boulevard Lumumba comment on a coupé tous les arbres qui longeaient le boulevard Lumumba. On était malheureux de voir tous ces arbres coupés par les Chinois, mais on avait reboisé, on avait replanté d'autres arbres. Aujourd'hui, on a tous ces arbres qui ont poussé et qui font la verdure dans ma commune de Limete. Donc, le programme de reboisement, le programme de reforestation est très important pour la survie de l'humanité parce que nous avons la deuxième grande forêt du monde. Et pour cela, tout le monde devrait être sensibilisé à ces programmes, conscientisé de l'importance du fardeau que le Congo porte par rapport à l'humanité suite au changement climatique. Très bien, le fardeau que le Congo porte pour l'humanité, oui, parce que ça vaut la peine. Il faut sans oublier, surtout dans cette question d'environnement, oublier les eaux. C'est très important. La RDC semble négliger une guerre qui va peut-être se pointer à l'horizon vers des années 2050. Il se pourrait que nous pourrions être menacés à cause de nos eaux. Tantôt, vous l'avez appris que nous devrions... déjà menacés. Très bien, vous auriez appris que nous avons tout intérêt de pouvoir essayer de venir au secours du lac Tchad, et cela ne sera sans impact sur notre débit du fleuve Congo. Est-ce que les autorités ont pensé à ces mois que nous avons consacrés pour une thématique aussi importante liée à l'environnement, de comment trouver des solutions à une question aussi épineuse que celle-là? Si l'Ukraine, la guerre qui se passe en Ukraine, ne provoque pas la troisième guerre mondiale, en tout cas, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de la troisième guerre mondiale qui serait la guerre des eaux ou de l'eau. Je sais une chose, c'est que l'Égypte
nous demande de l'eau. L'Afrique du Sud nous demande de l'eau. Les Tchad nous demandent de l'eau. Donc déjà, beaucoup de pays africains nous demandent de l'eau. Et si on n'arrive pas à satisfaire leurs besoins en eau, vu le rapport de force qu'il y a entre États, je crois qu'il arrivera un moment, si leur besoin en eau est tellement important, s'ils n'ont pas de solution chez eux, ils seront obligés de venir par la force prendre les eaux. La République démocratique du Congo doit se préparer. Elle doit se préparer. La République démocratique du Congo, elle doit se préparer à assumer cette grande responsabilité d'avoir le deuxième fleuve plus grand du monde et d'avoir la deuxième biodiversité du monde. Nous devons nous préparer parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous regardent et qui ne supporteraient plus la mauvaise façon de gérer ces patrimoines. C'est un patrimoine mondial. Pour le moment, le deuxième grand fleuve du monde, et puis la deuxième biodiversité de l'humanité. Mais est-ce que vous avez comme l'impression, professeur Georgette Bébé, que quelque chose est déjà fait dans ce sens? Oui, je pense. Comme Il y a des travaux qui se font au ministère de l'Environnement. Je sais qu'il y a toute une agence de transition écologique à la présidence de la République. Peut-être qu'on ne communique pas assez, mais il y a des travaux qui se font parce qu'il y a beaucoup de fonds qui sont générés pour gérer cette catastrophe naturelle qui est le réchauffement climatique. Et aussi ça, il faut reconnaître qu'en COP26, nous n'avons ramené que 500 millions. C'est pratiquement pas grand-chose en termes de réserves, en termes de ce que normalement la République démocratique du Congo devrait gagner en termes de fonds verts. C'est insignifiant. Non, il faut toujours commencer quelque part. C'est avec notre capacité de négociation. Ce sont des choses qui se négocient entre États. Il faut avoir des dossiers solides, il faut avoir des dossiers bancables. Et je pense que l'actuel ministre de l'Environnement, Maman Ève Bazaïba, que je salue en passant, s'emploie sérieusement pour que nous puissions bénéficier de tous ces fonds, les fonds bleus, les fonds verts. En tout cas, elle a fait un exposé formidable, très enrichissant. Moi, je m'en sers lors de la conférence diplomatique qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. C'est elle qui porte ce concept de Congo, pays solution, et je pense qu'elle le vend bien. Elle le vend bien. Ça, c'est Madame Ève Bazaïba, la VPM de l'environnement. Oui. Nous la saluons également. Mais professeur Georgette Biébié, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte que la République démocratique du Congo ne communique pas assez en interne. Vous avez ici évoqué la question de l'agence. C'est vrai. Peu de Congolais savent quelque chose sur ça. Est-ce qu'on ne peut pas sensibiliser davantage pour faire prendre conscience, parce que c'est la thématique retenue au mois de la femme et ça vaut suffisamment la peine. J'étais à la conférence diplomatique qui s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Je crois que c'est le discours du chef de l'État et c'est le discours du vice-premier ministre Lutundula Christophe. Ils ont le souci de redorer l'image de marque de notre pays. Et pour cela, je pense qu'il faut communiquer plus, communiquer encore sur les petites bonnes choses qui se font en République démocratique du Congo. Je sais qu'on a beaucoup de problèmes. Mais quand il y a des petites choses, des bonnes choses qui se font en République démocratique du Congo, nous avons le devoir de le faire connaître, nous avons le devoir de communiquer. Et maintenant, nous sommes décidés, les femmes du Congo sont décidées à porter ce message du Congo, pays solution. République démocratique du Congo, pays solution, oui, il faut également que cela soit visible et qu'on peut détecter et dénicher dans le vécu quotidien de Congolais. Ça sera une très bonne chose, professeur Biébé. Vous serez très à l'aise que nous puissions un peu vous bousculer en ce qui concerne les sujets, surtout politiques. Vous êtes sans ignorer Je suis une femme politique. Très bien, vous êtes une femme politique, mais aussi cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Je suis cadre d'ensemble, oui, pour la République. Très bien, et vous revenez cette fois-là aussi de Lubumbashi pour l'inauguration de votre siège national. Avant qu'on ne parle des élections, on peut en évoquer. Exactement. Ça s'est très bien passé? Ben oui, ça s'est très bien passé. On a un beau bâtiment, mais maintenant, il faut mettre le contenu dedans. Il faut travailler parce que ce ne sont pas les bâtiments qui vont voter.
c'est la population qui va voter et nous avons un grand devoir, un grand travail à faire connaître notre parti et à faire en sorte que les hommes et les femmes qui croient en notre vision qui est le libéralisme social viennent nombreux adhérer à notre parti politique Ensemble pour la République autour des valeurs que nous défendons qui sont la justice, parce que c'est la justice qui élève une nation, la liberté, parce qu'on doit entreprendre, on doit être libre d'entreprendre, libre de s'exprimer, et la solidarité. Autour de ces trois valeurs, nous allons construire un Congo meilleur, un Congo plus beau qu'avant. C'est le travail que nous avons à faire, à implanter notre parti politique. Et le chef de notre parti politique, Moïse Katumbi Chapwe, nous a recommandé de faire un travail de titan, un travail de fond, un travail de fourmi pour avoir 1 million d'adhérents d'ici juin 2022. J'espère que nous allons y arriver. Très bien, ça c'est vos ambitions dans Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Oui. C'est vrai, mais les Quinois sont un peu restés dans l'air soif parce qu'ils s'étonnent, ils se disent, mais naturellement, les plus grands partis politiques en RDC, les sièges se trouvent à Kinshasa, mais pour cette fois-là, vous avez innové simplement parce que Mazembe se trouve à Lubumbashi. Ensemble pour les changements. C'est ça votre changement? Ouais, on commence par là aussi, parce que Kinshasa, ce n'est pas la RDC. Et Lubumbashi non plus. Hein? Lubumbashi non plus. On a un grand siège à Lubumbashi, on a des sièges qui se construisent au travers, je crois que Honorable Moukébaï, qui vient de passer avant moi, en a parlé. Au niveau de toutes les provinces, nous avons, parce que on dit que la bif fait le moine aussi. On ne peut pas parler d'un grand parti politique sans avoir un bon siège. Très bien. À la hauteur et à la grandeur des ambitions. À la hauteur et à la grandeur des ambitions de ces partis politiques. Très bien, professeur Georgette Biébé. Nous allons parler élections pour cette fois, le processus électoral. Nombreux camps que pour cette fois, nous y allons peut-être petit à petit vers les glissements. Les lits est en train de s'étaler. Avez-vous aussi cette impression? Moi, je ne suis pas pessimiste. Je voudrais croire qu'il n'y aurait pas glissement. Je voudrais croire à cela et j'espère que le bureau de la CNI qui a été mis en place est déjà en train de travailler pour que le glissement n'ait pas lieu, pour qu'on rentre dans l'organisation normale des élections en respectant les cycles électoraux. Donc, j'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas glissement. J'ai entendu le président de la CENI, j'ai entendu certains membres du bureau de la CENI dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait glissement. Nous, on le croit, on observe et on suit. Il n'y a pas de raison qu'il y ait glissement, mais d'une part aussi, lors de sa première conférence de presse, il a évoqué 10 contraintes. Entre autres, il dit il faut commencer les opérations, mais il n'y a pas assez de moyens. On a doté seulement la CENI de frais de fonctionnement, mais on n'en a pas donné suffisamment de moyens pour faire face. Le chef ne vient pas se plaindre à la télévision. Quand il dit la vérité, c'est ça la plainte. Non, le chef ne vient pas se plaindre à la... Si on l'a mis là-bas, c'est qu'on a pensé, il s'assume parce qu'il voit que rien ne va, les Congolais vont encore connaître un deuxième glissement, il va applaudir parce que c'est bien. Qu'il démissionne. Mais pourquoi? Mais quand il dénonce, c'est mauvais. Non, le chef ne vient pas se plaindre. Le chef est là pour apporter des solutions aux problèmes qu'il trouve dans l'institution où il a été nommé, désigné. Surtout quand on sait comment ça s'est passé, avec tout ce qu'il y a eu comme désagrément. Je pense que lui, il a plus que raison, plus que tout le monde. Mais non, mais là, professeur, on dirait que vous découragez les Congolais courageux. Non, je ne décourage pas. J'ai dit, on me donne des responsabilités. Ce qui se fait normalement dans des sociétés normales, quand la personne qui a été désignée, qui a été responsabilité, n'a pas de moyens de son action, qu'est-ce qu'on fait? On démissionne, on ne vient pas pleurer à la télévision. Ce n'est pas le peuple qui va trouver les moyens. On démissionne. C'est pas le peuple qui va trouver les moyens. On démissionne, je regrette. Oui. Il est là pour trouver des solutions. Et si on doit glisser, qu'il nous le dise maintenant. Qu'ils nous le disent maintenant. Pour que vous preniez les dispositions. Oui, que le peuple prenne. Mais ça, c'est pas constitutionnel. On en a déploré avec Joseph Kabila. S'il le dit maintenant, quelle serait alors la solution? On doit assumer ça. Est-ce que le glissement est constitutionnel? Non. Et alors?
Mais c'est pourquoi il tire la sonnette d'alarme. Non, il n'est pas là. Il y a une équipe de vertébrés qui est là-bas. Dans lui-même. Ils doivent trouver des solutions pour organiser les élections, pour que nous puissions retrouver le cycle normal des élections. Vous vous rendez compte, les élections locales, municipales, on ne les a jamais organisées. C'est le 4e cycle électoral que nous sommes en train de Mais ça, c'est la faute de qui? Si on ne les organise jamais, c'est la faute de qui? Parce qu'on dirait que les gens s'intéressent davantage aux élections du président de la République et aux élus nationaux et provinciaux. Ils s'arrêtent là. C'est ce qui les intéresse. Le développement, à la base, ce n'est l'apanage de personne. Moi, je pense qu'ils sont là pour organiser les élections dans ces pays. Ils doivent prendre toutes les dispositions pour organiser les élections. Ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des gamins pour qu'ils viennent dire à la télé tout le temps on aurait pu faire, on n'a pas de moyens, on aurait pu faire, on n'a pas de moyens. Quand ils ont accepté ces responsabilités, ils savaient qu'au Congo, il y a toujours ce problème d'argent qui revient à chaque fois. Au Congo, il y a toujours ces problèmes d'argent. Oui, vous avez touché là où ça fait plus mal. Vous êtes sans ignorer, professeur, que les élections en République démocratique du Congo, c'est parmi les élections les plus coûteuses, si je peux me le permettre de dire, en Afrique. C'est 1 milliard 200 ou 300. C'est à la dimension du pays. À la dimension du pays. Oui, on en disconvient. À la dimension de nos problèmes. Ça, on n'en disconvient pas. Mais de son temps, le président Joseph Kabila de son temps disait, est-ce qu'il y avait pas moyen de réfléchir à une autre possibilité de pouvoir organiser les élections en RDC? Tout le monde avait crié sur le toit. Joseph Kabila avait arraché les pouvoirs aux souverains primaires pour en donner aux élus nationaux. Moi, je n'aime pas trop cette façon de comparer le Congo avec d'autres pays qui sont des petits pays, qui n'ont pas autant de problèmes que nous. Avec les budgets plus gros que les grands pays qui est le Congo. Oui, mais nous sommes en guerre. Ça fait plus de 20 ans. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays en conflit. Et la région la plus riche de notre pays, c'est celle-là qui est déstabilisée. C'est celle-là qui est attaquée. En fait, c'est une politique pour empêcher le Congo d'avoir des moyens pour conduire la politique du pays. Donc, si on fait des comparaisons, il faut faire des comparaisons avec des situations qui sont semblables à la nôtre. Il ne faut pas prendre le Congo avec tout ce que nous avons comme problème, comparer le Congo avec d'autres pays qui ont moins de problèmes que nous. Est-ce que ce sera possible, professeur, ce sera possible d'organiser les élections avec les moyens propres? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on l'a fait en 2018. Du temps de Kabila, vous connaissez comment ça lui a coûté, qu'est-ce que lui a valu. Il y a même les observateurs de l'Union européenne qui n'ont pas pu le faire parce que vous connaissez la situation, comment ça s'est passé. Vous croyez, parce que le président à ce jour, Félix Tshisekedi, compte beaucoup à l'aide extérieure, au cas où cela n'arriverait pas comme cela fut le cas, qu'adviendrait-il? Je voudrais tout simplement revenir sur le fait qu'en 2018, nous avons organisé les élections dans ces pays avec nos propres moyens. Ayons aussi un peu confiance en nous-mêmes. Pourquoi est-ce que toujours nous sommes pessimistes, nous voyons toujours tout en noir, toujours tout en négatif? J'ai dit qu'on a organisé les élections dans ces pays en 2018 avec nos propres moyens. Je pense qu'on peut encore le faire si on y met un peu plus de bonne volonté, de bon sens, d'organisation. Est-ce que les élections apportent-elles les développements pour la population congolaise? Nous avons choisi la démocratie dans notre pays. Le système de gestion de notre pays que nous avons choisi, c'était la démocratie. Et les élections sont le pilier fondamental de la démocratie. Donc on ne peut pas parler de la démocratie en se passant des élections. Très bien, en se passant des élections, oui. Si je vous ai posé cette question, parce que au Congo, vous prenez, on vous dit 2 ans seulement, tout le monde crie élection, élection, pas de réalisation, pas de quoi les social des Congolais ne changent pas. Le problème, il est ailleurs. Alors, si le problème il est ailleurs, c'est la mauvaise gouvernance, la malgouvernance. Je pense que le grand problème du Congo, c'est la malgouvernance. Même sous le régime Félix Tshisekedi. Mais qui sont là, qui sont encore au pouvoir? Le système FCC est toujours là. Avec ensemble qui a ses ministres dans l'Union sacrée. Oui, mais ils ne sont pas majoritaires dans le gouvernement. Mais ils ont des ministères très clés. Mais vous avez même la vice-primature. Je ne refuse pas. Il faudra juger nos ministres par rapport
à l'action, à leur action. Il ne faut pas généraliser. Mais moi, ce qui me fait mal, je suis triste quand je vois tous ces caciques du FCC qui se sont déversés dans l'union sacrée. L'union sacrée, qui est à la tête de l'union sacrée? Mais c'est comme Katumbi qui était aussi à l'époque avec Joseph Kabila, qui aussi a basculé dans l'union sacrée. Oui. Pourquoi on va l'accepter pour Katumbi, pas pour la mère Mende par exemple? Oui, mais j'ai dit que le système continue. Le système, je ne m'attaque pas à des individus, c'est le système qui est là. Le système n'a pas encore changé. Peut-être qu'il y a une volonté d'arriver au changement du système, mais aussi longtemps que le système qui a dirigé ce pays pendant 20 ans est toujours là, c'est difficile que nous puissions voir les changements, c'est difficile que nous puissions vivre les changements. Est-ce que vous, à votre niveau, surtout dans votre parti Ensemble pour la République, comme vous voulez bien rénover et innover en même temps, est-ce que nous pourrions croire qu'une fois que vous êtes porté à la tête du pays, là j'ai fait allusion à Moïse Katumbi Chapwe, les Congolais pouvaient espérer à ce que le président Félix va appeler le déboulonnage des systèmes, ce sera possible? Mais je pense que le déboulonnage du système Kabila ou du système FCC, ça ne va pas se faire en un jour. C'est un système qui a eu le temps de s'implanter, d'être ancré dans toute la gestion du pays. Ça ne va pas partir du jour au lendemain. Je pense que ça se fera malembe. Professeur Georgette Diep, est-ce que le problème n'est pas au niveau de la prise de conscience nationale, les Congolais lui-même? Parce que du moment où on ne misera pas dans l'homme tout ce que nous allons essayer de faire en termes de développement, c'est tourner en rond. J'ai suivi une interview que le président Kengoa Dondo, le président du Sénat, a accordé à Christian Lusakwen sur Top Congo. On lui a posé cette question-là. Il a dit au Congo, c'est le problème d'homme. C'est le problème d'homme. Les problèmes d'homme, oui, nous l'avons connu. C'est comme un médecin qui vient faire les diagnostics. Ouais. Il a trouvé la maladie, mais il ne sait pas donner les médicaments. Moi, j'ajoute à cela, c'est l'impunité. Dans un système où il n'y a pas de sanctions positives, sanctions négatives. Ce que l'IGF fait, ce n'est pas assez? L'IGF n'est pas la justice. L'IGF est limité dans ses attributions. L'IGF, il est en train de livrer des dossiers à la justice, mais quelle est la suite qui est réservée à ces dossiers? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui devrait établir tout le monde dans ses droits. Aussi longtemps que la justice n'a pas encore pris le bon pas, nous allons continuer à patauger dans la médiocrité. Très bien. Vous aviez assisté, vous aviez également voté, autant que tous les Congolais pratiquement, aux élections de 2018. Vous aviez vu cette question qui avait fait polémique, la question de la machine à voter. C'est vrai, cette machine nous avait servi de voter. Quand même, ça a permis à ce qu'il y ait une célérité. Vous croyez que si jamais en 2023, il faut organiser les élections, il faut ramener la machine à voter? Non, le problème, ce n'était pas au niveau de la machine à voter. Le problème, c'était au niveau de la publication des résultats, bureau par bureau ou circonscription par circonscription. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec l'innovation des clés ISB que Nang avait apporté? Écoutez, on va apporter des innovations. Moi, je ne suis pas contre l'innovation. Je ne suis pas... Parce qu'on a voté, mais les résultats n'ont jamais été publiés. Donc, ce n'est pas la faute de la machine à voter, c'est la faute de ceux qui gèrent les élections. Pourquoi on a réclamé 1001 fois qu'on publie les résultats? On ne les a jamais publiés. Que ce soit la clé ISB, que ce soit la machine à voter, aussi longtemps qu'on a des hommes et des femmes qui ne prennent pas conscience de leur responsabilité à être impartial dans ces systèmes électoraux, on retombera toujours dans les mêmes... L'impartialité d'une part et de l'autre côté aussi la moralisation de la classe politique de son temps. La Mouka, quand Moïse Katumbi aussi était dedans, était en train de combattre pour moraliser la classe politique et aussi en même temps réclamer la vérité des urnes. La moralisation vient avec la sanction.
qui devrait la moralisation vient avec la sanction. Ceux qui devraient sanctionner, ce sont ceux qui sont accusés de la tricherie. On a accusé les gens à la CNI d'être corrompus. Mais qu'est-ce que, en principe, avec même des sanctions des trésors américains à l'appui, mais apparemment sur le plan national, rien n'est fait. Devraient être sanctionnés. Mais nous revenons toujours à la question de la justice. Nous revenons à la question de la justice. Chacun doit faire son travail. Mais la justice, oui, le président de la République même lui-même en a reconnu lors de son interview à Goma face à Christian Lusankweno et notre consoeur Françoise Bouela de la RTNC que l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo ne va pas bien. Mais ça ne suffit pas, suffit pas, je crois qu'il faut nettoyer. Nettoyer, c'est-à-dire que chasser les magistrats. Mais écoutez, ceux qui ne travaillent pas bien, ceux qui ne sont pas à leur poste ou qui ne travaillent pas bien, pourquoi on va les garder? Pourquoi on va les garder? Pour que le Congo continue à être considéré comme... c'est même pas, je ne sais pas comment on peut considérer le Congo. Aussi longtemps, c'est ma profonde conviction, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de sanctions, ben on va continuer. On va continuer. Ça, c'était l'aspect de la justice. Ça, c'est bien beau. Professeur Georgette Biébé. Les élections en RDC, c'est oui. Mais d'autres disent qu'on peut repenser les élections pour faire autrement. On peut essayer une autre expérience. Par exemple, demander à ce que les élus nationaux puissent élire, par exemple, le président de la République. Question de diminuer un peu le coût des élections. Est-ce qu'une telle proposition sera-t-elle aberrante? Pas avec les systèmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec les systèmes, avec notre CENI, avec nos élus. Eux-mêmes, on sait comment ils sont arrivés là-bas, pour la plupart. Alors, tout le monde le sait, tout le monde le dit, comment ils sont arrivés là-bas. Et avec ces genres d'élus, comment voulez-vous qu'on puisse avoir confiance en eux pour qu'ils puissent élire d'une manière impartiale un président de la République? C'est des enveloppes qui vont circuler plus facilement encore. À donner 500 enveloppes, non pas 500, peut-être on va donner 250, 300 enveloppes à 250 députés, ça sera fait. Donc vous n'êtes pas partant pour une telle proposition? Non, moi je ne suis pas d'accord parce que la conscience politique dans notre pays n'est pas suffisamment à point pour que les gens prennent leurs responsabilités et puissent se décider à élire un président de la République selon un critérium bien établi. Très bien, selon un critérium. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas encore le moment, professeur. Oui, ça c'est votre constat. Ça vaut la peine. Nous sommes pratiquement à 5 jours de la rentrée parlementaire. Le président de la CENI a été voir le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, pour voir à quelle mesure on pouvait inscrire cette session, que ce soit essentiellement électorale, pour essayer de doter la CENI de la loi électorale. Vous croyez vraiment que les politiques vont s'y mettre pour que nous allons le plus vite possible? Moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, je ne suis pas député, il faudra poser cette question. Mais vous avez des députés dans votre parti aussi, avec un grand nombre. Oui, mais je ne suis pas député. Ils sont là-bas, il y a des réalités que je ne connais pas, parce que je ne suis pas là-bas à l'Assemblée avec les députés. Je pense qu'il faudra poser cette question aux députés, même de mon parti. Très bien, même de votre parti. Oui, même ceux de mon parti. Ouais, sans gants, et ça c'est une très belle proposition, professeur Biébié. Mais oui, si la loi tarde à venir, parce que ça fait partie des contraintes dont Denis Kadima est en train d'évoquer, si la loi tarde à venir, alors nous pouvons dire que nous allons vers un dialogue, parce que c'est ça dans les habitudes des Congolais, c'est ça dans les habitudes des politiques. Un dialogue pour faire quoi? Mais nous connaissons en quoi ça aboutit. Ce sera le partage des gâteaux. C'est qu'on ne sait pas dire à la population, mais pourtant nous y allons vers ça. Non, je suis une militante, une combattante. Je me suis battue toute ma vie pour l'instauration d'un état de droit, de la démocratie dans mon pays. Et je pense que la démocratie, comme je l'ai déjà dit, ne peut pas exister sans les élections. Alors, si on doit aller de dialogue en dialogue, il faut trouver un autre nom ou un autre mot qui va désigner notre système de gestion en RDC. Il ne faudra plus parler de la démocratie.
Parce que la démocratie, ce sont les élections. Mais quand les gens se trouvent devant une incapacité, devant l'impasse, et qu'ils trouvent que les dialogues, nous sommes africains, ils évoquent toujours l'arbre à palabres, vous le savez. Trouvons notre mot pour désigner le système de gestion de notre pays. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est plus la démocratie, je regrette beaucoup. Ce n'est plus la démocratie. On ne serait pas avancé, on va faire du surplace, vous avez l'impression. Mais vous croyez qu'on a avancé? Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Les gens croient, on croit que les Congolais, bientôt, ils vont manger à leur faim parce que tout le monde peut envoyer son fils à l'école. Bientôt, là, c'est comme les bientôt du retour de Jésus-Christ. C'est bientôt. Moi, je suis dans la lutte depuis plusieurs années. J'étais à la conférence nationale. Je n'ai pas participé, même militante. C'est depuis ces années-là qu'on parle de bientôt, bientôt, bientôt. Donc, c'est les bientôt là, c'est comme le bientôt du retour de Jésus-Christ. Professeur Georgette Biévé, très bien. Interface votre émission, nous sommes allés petit à petit vers la fin parce que c'était très important à la journée de la femme. Il faut recevoir, il faut avoir les personnes qui ont la capacité de pouvoir influencer l'opinion pour faire comprendre nos filles, nos mamans, pourquoi pas nos papas sur cette thématique, mais aussi des questions de l'heure, des enjeux de l'heure en ce qui concerne la politique en République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas en parler sans évoquer la question des élections parce que c'est ce qui fait bouillonner les salons politiques. Oui, nous allons revenir un tout petit peu à ce qui concerne la thématique des mois de la femme. Oui. Il y a une mauvaise pratique qui avait élu domicile à Kinshasa. Il y a de cela pratiquement une semaine ou 2 semaines. Il y a des filles qui se sont livrées à la zoophilie. Vous êtes mère, vous avez des filles. Quand vous voyez que les filles quinoises, à la recherche de la vie, à la recherche du bonheur, ils se livrent parfois à des pratiques que la Bible interdit. Vous avez quelle lecture? Je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Une société ne peut pas bien marcher sans normes, sans repères, sans loi, sans le respect de la loi. Et je pense que dans notre pays, les antivaleurs ont été institutionnalisées puisque nous n'avons pas de sanctions. C'est l'impunité qui règne à tous les niveaux. Je suis femme, c'est vrai, je suis une mère, mais je suis surtout une femme chrétienne, pratiquante et croyante. Et je ne peux que déplorer ces genres d'actes. Mais malheureusement, pour moi, c'est une autre sorte de prostitution. Non seulement nos filles ont été prostituées très jeunes, parce que nous avons vu dans certaines familles, nous militons pour le droit de la jeune fille, pour le droit de la petite fille. Combien de fois on n'a pas entendu dans une famille, les mamans même, les parents envoyaient leurs filles à la prostitution pour qu'elles ramènent un peu d'argent pour nourrir toute la famille. Mais ça trahit que le social ne va pas bien. Mais il fallait que les autorités prennent des dispositions capables de sécuriser les familles. Parce que quand vous détruisez une famille, c'est ça la sanction. Non, c'est la sanction. Quand il n'y a pas la sanction, ça va dans tous les sens. Même chez toi à la maison, quand il n'y a pas de règles, quand il n'y a pas de repères, ça va dans tous les sens. Donc cette histoire de zoophilie, moi ça ne m'étonne pas. C'est une forme de prostitution. Ces filles qui n'ont pas de moyens peut-être pour vivre, les parents n'ont pas de moyens. Et il faut surtout condamner ceux qui amènent ces pratiques dans notre pays. Ils disent que c'est la modernité. Aujourd'hui, le monde est devenu pratiquement un village planétaire. Comme a dit Marshall McLuhan, et c'est comme ça, on n'a plus de frontières. Ce qui se passe en Europe peuvent également se passer en RDC. Mais ça dépend de lois de chaque pays. Ça dépend des lois de chaque pays. Et ça se passe dans les réseaux sociaux, un secteur qui n'est pas réglementé, où tout le monde est permis de faire tout ce qui lui passe par la tête. On parle aussi de la cybercriminalité. Il faut des lois pour réglementer ou pour réguler tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais si nous n'avons pas de loi, nous allons recevoir toute la saleté du monde. Ça va venir chez nous. Je regrette beaucoup s'il n'y a pas de loi. Alors, ces filles qui sont envoyées dans les mariages précocement, ces filles qui ne peuvent pas étudier parce que les parents n'ont pas de moyens, tombent enceintes avec de vieux papas
qui leur donne des miettes pour vivre un seul jour, mais elle va se retrouver avec un bébé dont elle devra s'occuper toute la vie. Ces filles qui sont maintenant dans la zoophilie, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas un système qui protège la fille, la petite fille, la jeune fille et la femme d'une manière générale. Très bien. Nous n'avons pas de système qui nous protège. Et pour cela, c'est malheureux. On ne peut pas, je ne l'admets pas, je ne comprends même pas. Mais ces filles-là, elles sont parfois forcées de se trouver dans ces circuits de zoophilie pour pouvoir gagner un peu d'argent pour nourrir toute la famille. Donc c'est à la société, c'est aux autorités de notre pays de prendre des mesures qui s'imposent, surtout à l'endroit de ceux qui amènent ce genre de pratiques dans notre pays. Pour les décourager, parce qu'on avait aussi vécu ce qu'on avait appelé de son temps le phénomène Bombay, qui a livré la jeunesse à la drogue. Le phénomène Oujana, vous avez vu, on s'est levé. Ouais. On s'est levé contre le phénomène Oujana, ça s'est un peu arrêté. Je ne sais pas si ça se pratique encore, mais c'était devenu la mode, c'était dans la rue, Oujana. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Je pense que vous avez bien fait de dénoncer ces phénomènes de zoophilie. Toutes les femmes doivent s'élever. Pourquoi pas les hommes aussi doivent s'élever? Parce qu'on fait ces choses-là à leurs filles, à leurs petites filles. Très bien. On ne peut pas parler du genre sans les hommes. Donc, les femmes doivent s'associer avec les hommes pour mener ces combats au bon port. Oui, ça c'est ma façon de voir les choses. Si on a pu faire inscrire la parité dans la Constitution en 2005... Avec l'appui des hommes. C'était avec l'appui des hommes, dont mon mari, le professeur Jean-Claude Guébier, qui est mort, paix à son âme, honorable Lutundula Christophe, honorable Olivier Kamitatu, honorable Cheikh Kitundu, Charles Mwando Simba, ce sont des paix à son âme également. Paix à son âme. En tout cas, il y en a beaucoup qui nous ont soutenus. Donc, ces combats, c'est pas je le dis souvent, ces combats, c'est pas un combat de femmes contre les hommes. Ces combats, c'est un combat contre les mentalités, les traditions et les coutumes rétrogrades des hommes et des femmes genrés qui se mettent ensemble pour que les femmes puissent jouir pleinement de leurs droits. C'est une question de justice, de droit et d'équité. C'est pas une faveur ni un cadeau que les femmes sollicitent auprès des hommes. C'est ni une faveur, ni un cadeau que les femmes sollicitent auprès des hommes. C'est ça les dires de professeur Georgette Biébié, une leçon de droit, c'est très important. C'était Interface, vous avez aimé, vous continuez à aimer, c'est votre émission que vous préférez bien parce que c'est une émission qui vient avec les détails importants pour vous permettre cette fois-là de pouvoir comprendre les grands enjeux de l'actualité en République démocratique du Congo. Professeur, si vous avez un message à adresser à la jeune fille et à toutes les mamans qui nous ont suivis en ce mois de femmes, quel est le message d'encouragement que vous avez à leur adresser? Moi, j'aurais voulu parler en lingala. Vous avez tous les droits, il n'y a pas de problème. La plupart des femmes ne parlent pas le français, ne le comprennent pas. Mais je voulais dire à la Nailenge à Mwasi à Congo. Très bien. Na Mwasi à Congo que musalo yo biso tozana ngo ya kosala na mboka na biso na mikolo yo oyo tozoko mona moi etomboki ekomisi biso lisusu ba pauvre koleka parce que ezo zikisa bilanga na biso ba mama bazalaki kobimisa 10 sacs ya nguba 10 sacs ya masangu et diminuer pona moi eleki makasi oyo bazobenga na français changement climatique ezo boma biloko tozolona bandunda na biso ba moi wana ezo bomango biso ba mama biso nde to lesaka ba famille na biso ba mama biso nde to simba Congo yo soki ba mama bazalaki te na kanisi mbe kanga porte ya Congo mbe batunde so bakufakala mais il faut toyeba ke tozana musala munene ya kusala ya kolona banzete to lona banzete na lupango zalaka lona nzete banzete wana ezali komela bagazo ya mabe ezosala ke moye komi makasi koleka kobomela biso biloko akolia et puis ba rayon wana nde les ezokota na nzoto na biso ezo provoquer pe ba maladie même ba cancer ekoki kobima komi mona mwasi ya pamba te ozana valeur makasi
na kati ya mboka Congo. Tambusa sango ba réunion nyonso bokendeke na ezala na niveau national, na niveau provincial, ezala na niveau régional, na niveau international, que Congo mboka na biso toza solution. Toza na solution parce que toza na ba mai, ba mboka belé baza susu na mai te. Biso toza na ba lac, toza na ba rivière, ba ruisseau, toza na fleuve, le plus grand fleuve du monde, toza na zamba munene oyo ezoko libérer oxygène na yebite na lingala babenga bango nini. Mon oxygène de yango ezo salisa biso poto pema. Donc tozala fier, moi si ya Congo zala fier ya kotambusa mboka na yo koloba ke biso toza Congo pays solution parce que biso nde tozo pesa oxygène na mokili mobile. Très bien, c'est avec ces mots de fierté pour la femme congolaise, en ces mois de femme, que nous allons devoir boucler cette interface que j'ai eu le plaisir et le bonheur de présenter avec Madame Georgette Biebeki, professeure des universités et cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Vous avez certainement aimé, vous avez tiré les bons côtés, ça valait suffisamment de la peine parce que c'est votre émission que vous aimez bien, Interface. Professeur Bébé, je crois que vous avez de bonnes impressions par rapport à cette émission, que vous répondrez à la prochaine invitation. Toujours disponible pour parler de mon pays que j'aime beaucoup, des femmes du Congo pour lesquelles je me bats depuis plus de 20 ans. Très bien, toujours celle la lutte qui libère, comme on dit. On se voit pour un tout prochain numéro dans la semaine. En attendant, tenez-vous prêts. Au revoir. Au revoir.